écouté les interventions du porte-parole du gouvernement ainsi que du président d'ensemble sur des médias internationaux. On a suivi Patrick Moya sur France 24 qui appelle l'opposition à cesser de se victimiser. Patrick Mouyala parle d'un complot contre le processus électoral. Les Congolais disent non à une nouvelle initiative de faiseurs de crise en République démocratique du Congo. Et Moïse Katumbi sur Jeune Afrique a dénoncé la dérive dictatoriale, la répression de marches et autres. Analyses et commentaires, c'est avec nos invités. Alors nous allons y revenir également sur le projet de loi portant répartition de sièges qui a été déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale et envoyé à la commission PAG. Nous allons revenir avec le propos du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosako Diapwanga, après la sortie des opposants, de membres du FCC. Ils sont libres de faire leur choix. Il n'y a pas... On ne trouve pas un sujet à consensus, analyse et commentaires avec nos invités. Voilà, ils sont au nombre de 3 d'ailleurs. Le premier est déjà là, Tite Liungi, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je crois que vu ce que vous avez présenté comme élément d'échange ce matin, ça attire sincèrement l'attention, non pas seulement du public, mais également de nous analystes. Comme vous savez, tout à l'heure, là, vous avez parlé sur la loi pour répartition des sièges, où vous avez senti l'opposition est sortie, au centre conflit du gouvernement un forcing, Adolphe Mosito est sorti avec la tribune 30 pour offrir, comme il a toujours fait, à la classe politique le moyen pour sauver l'union sacrée de cette impasse. Parce que si aujourd'hui on continue à faire les forcings, madame, je crois que après le forcing amène vers ce qu'on appelle la stigmatisation, l'humiliation, c'est tout ce qui donne aujourd'hui comme moyen de revendication. Donc, je crois qu'il appartient aujourd'hui au gouvernement de prendre un choix, une option qui peut réellement sauver notre jeune République. Comme vous savez, nous sommes en face d'un pays appelé fragile. Et lorsque le pays est fragile, il faut qu'on fasse très attention de la manière dont nous sommes en train de traiter des grandes articulations, des grandes questions qui touchent à la sécurité nationale et surtout à la vérité de notre pays. Donc je me tiens sincèrement à votre disposition pour analyser et réfléchir à haute voix. Alors, voilà, merci Tité. Alors on commence avec la justice, avec ce protocole d'accord signé entre la CPI et le gouvernement congolais. Alors, quelle analyse vous faites de cela? Quelle est l'opportunité de la visite du procureur de la CPI en RDC selon vous? Merci beaucoup. Vous savez que la République démocratique du Congo a ratifié les traités sur le tribunal transitionnel, plus précisément la Cour pénale internationale, pour connaître toutes les exactions, tous les crimes commis à l'espace de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est, où la théâtralisation de la vie nationale est vraiment aujourd'hui une monnaie courante. Le procureur de la CPI, qui est aujourd'hui recherché par la Russie, Poutine qui est tenté de chercher le monsieur, mais ici à Kinshasa, il continue son travail. On a vu hier c'est la CPI qui cherche la Russie. C'est Poutine aussi, la CCI qui a lancé mandat d'arrêt contre Poutine, et Poutine également demande à tous ceux qui partagent le même point de vue avec lui, partout on va voir le procureur de la CPI qu'on puisse appréhender et on l'amène à la Russie. Donc c'est aujourd'hui du berger à la bergère. Alors pour répondre pratiquement à ta préoccupation, je crois qu'il était important pour le gouvernement, la République démocratique du Congo, de saisir la balle au bon par rapport à la visite du procureur. Nous avons vu hier la ministre de la Justice, sous l'impulsion du chef de l'État, paraffer des ententes, accords d'entente entre la CPI pour voir dans quelle mesure on peut traquer. Moi, je pense que ce sont des éléments à capitaliser, mais aussi la République démocratique du Congo. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement congolais apparemment oublie ce qu'il doit faire, où il est en face de qui. Mais c'est clair, madame. On oublie que cette même communauté internationale, la CPI, qui est une institution, c'est comme si on a placé pour le pays fragile, le pays faible, le pays africain. Poutine continue à tuer du matin au soir. Poutine continue à larguer de bombes. Et si aussi l'Ukraine commence à répliquer en envoyant des drones vers la Russie. La CPI s'est invitée dans ces domaines, mais on n'enregistre encore pas, madame, des arrestations.
Vous n'avez jamais entendu aux États-Unis, alors qu'on est en train de bombarder vers la Syrie, on ne voit pas les pays comme l'Israël, chaque jour qu'on se réveille pour attaquer la position des rebelles, pour ne pas dire des Syriens, la CPI est toujours absente. Donc elle s'invite seulement dans des pays à problème comme la République démocratique du Congo. Des pays faibles. Mais oui, on sait clairement que c'est le Rwanda qui est soutenu par les multinationaux. Ce sont les mêmes multinationaux qui sont soutenus ou qui placent les agents de la CPI, c'est-à-dire le procureur au service des multinationaux. Est-ce qu'il nous revient aujourd'hui de continuer à faire confiance à toutes ces institutions? Vous êtes avec moi. Depuis que nous avons commencé à travailler avec la CPI aujourd'hui, quels sont les rapports, pour ne pas dire les résultats efficients qu'on peut aujourd'hui brandir que la CPI reste une institution sérieuse pour aider la confection d'une justice équitable pour tous? Ce sont des questions que moi je me pose. C'est vrai que j'ai la tendance de scandaliser les gens, mais je vais réveiller la conscience. Vous êtes avec moi, madame. La grande institution comme la MONUSCO, l'ONU, institution crédible à imposer la paix, l'institution s'est déclarée incompétente pour sécuriser la population. Cette même institution CPI, vous avez vu comment est-ce qu'on avait traité le problème de Jean-Pierre Bemba avec beaucoup, j'ai dit, de sentiments, au lieu de placer la raison. On place un innocent plus de 12 ans en prison. Et aujourd'hui, s'il faut passer dans le processus maintenant d'indemnisation, on n'en parle pas. Ça, c'est quelle justice? C'est-à-dire, on vous acquitte, mais on ne parle pas de l'indemnisation. Alors, ceux qui ont fait réellement le droit pur, je suis désolé, on comprend que c'est une justice au profit de forts ou une justice au profit d'une communauté qui tente à imposer son speech, son oral. Moi, je pense que... Alors, vous attendiez à rien par rapport à cet accord qui a été signé hier? Madame, c'est une cour qui vient, je te dis la vérité. Aujourd'hui, pour faire peur à la République démocratique du Congo, alors qu'on sait que le président Tshisekedi a aujourd'hui d'autres options militaires avec la loi sur la programmation militaire. Mais c'est la RDC qui est allée porter plainte à la CPI à travers la ministre de la Justice. Il reconnaît. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Est-ce que demain, on peut s'attendre aussi que la CPI puisse mettre la main sur les agresseurs de la RDC, si pas les complices également? C'est ce que je suis en train de dire, madame. Ce sont les options, le moyen reconnu à tout citoyen, à tout le monde, à un chef d'État par rapport à son pays, pour que son pays soit traité avec égalité, critères d'indemnisation, critères de rétablissement. Oui. Mais, quelle est cette cour, quelle est cette justice crédible à laquelle la République démocratique du Congo est appelée à faire confiance, à travailler? Madame, quand on est gestionnaire, hein, on est gestionnaire pour les gens. On n'est pas gestionnaire par des faits, moins encore par intention, ou encore par des émotions. C'est-à-dire, dès qu'une situation se positionne, bah, on voit la République démocratique du Congo, les chefs de l'État se positionnent là, la CPI, non. Par moment, il faut aussi ne pas prêter attention à ces gens. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont venus vite à l'Est. Mais là où les exactions sont en train d'être commises sur Kivu, il n'est pas parti là-bas. Il était à Goma. Moi, j'attendais voir le procureur de la CPI aller jusqu'à Bunagana, aller jusqu'au camp, là où il y a les campements, là où il y a les déplacements massifs de la population. Il fallait changer quoi par rapport à la situation? Mais par rapport à ça, c'est-à-dire, c'est pratiquement une visite de courtoisie, de façade. C'est une visite pour dire qu'on a été là. Ça, c'est moi. Et il faut réveiller maintenant la conscience commune. Quand on parle de la mobilisation, on doit faire très attention. Il est venu avec leur agenda. Ils sont venus, ils savent que l'agresseur de la RDC est connu. Vous savez, madame, lorsque le ministère public descend dans un processus qu'on appelle où il faut descendre pour soit relever les faits ou écouter, le ministère public part avec, je dis bien, une position de policier. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à restaurer l'ordre, la paix. Il s'est fait une idée. Il sait que le mal se réalise dans tel coin. Nos injustices dans telle possession. Et qui constitue, qui voit? Le procureur est parti, je ne sais pas. Son agenda a été préparé par qui? Le gouvernement congolais. Est-ce qu'il était associé en amont? Parce que c'est là aussi le problème. Parce que quand on sait que le procureur arrive, le plus urgent, c'est d'abord ce qu'on appelle les carnets des rendez-vous. Lorsqu'il va se dire, oui, négocier, c'est un partenaire. Il vient chez vous. Il vient enquêter sur les faits qui sont en train d'être commis chez vous. Donc, en amont, vous négociez ce qu'on appelle le protocole d'attente. Quand il va venir, nous allons le faire visiter, c'est comme au Rwanda.
Tu ne peux pas aujourd'hui, madame, atterrir directement à l'aéroport du Rwanda et vous entrer en ville. Non. On vous amène d'abord là où le Rwandais place leur théâtre. Donc, vous devez vous incliner devant les tombes, les gens, les génocides et consorts. En politique, on sait déjà que, ou en politique ou en diplomatie, on sait que lorsque vous entrez, vous allez déjà vous faire une idée. Il y a des photos, il y a des monuments, il y a des histoires. Mais il a été à Bunia, à l'Est. Non, il a été à l'Est, madame. Je te dis, les faits infractionnels, c'est commis où? Les déplacements massifs de population se réalisent où? Ce sont des questions. Il ne faut pas que nous soyons comme de simples informateurs parce qu'il a été... Non. En tant que patriotes, nous disons, nous savons que le mouvement de M23 est plus entendu dans telle position, dans tel territoire, dans telle ville. Et il devait être là, celui le policier. C'est lui l'enquêteur international. Je parle en tant que juriste sur le plan du don. On dit, l'enquêteur, le ministère public, lorsqu'il arrive, on sent que la partie civile doit être sécurisée. La population doit dire, ah Seigneur, merci. Le policier international est là pour au moins se faire une idée. Mais il s'est fait idée où? En dehors des cadres de la théâtralisation de la vie. Il s'est fait idée où? Donc je dis, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous devons rentrer et réfléchir, et bien réfléchir. Parce que la messe a été déjà dite. La position et le gouvernement doivent cesser de se positionner comme si c'était un bouc émissaire ou bien le brebis amené vers la boucherie. Non, c'est l'avenir d'un peuple. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si c'était le fils, le cousin ou quelqu'un qui est affilié à une famille présidentielle, premier ministre, famille de Katumbi, famille de Mouzito, famille de Ngele, Photo, tous ces mondes-là, je crois qu'on n'allait pas avoir de même réaction. C'est ça maintenant le problème. Donc je dis, l'avenir du procureur de la CPI, à mon humble avis, ne change rien. Ne change rien parce que jusqu'aujourd'hui... On n'arrivera pas à mettre la main sur les agresseurs de la RDC. Bon. L'agresseur dont fait allusion est soutenu par qui? Non, madame. Ce sont le patron du procureur de la CPI. Il a été placé pour cette cause. Vous avez vu aujourd'hui en France la répression policière à telle enseigne que même les organisations des Nations Unies ont même crié à que le jeu jouait Macron. Mais la CPI aussi pouvait se saisir de cette histoire. Parce que la population civile a été sensiblement, j'ai dit, menacée avec de violences disproportionnelles. Où est la CPI? Aujourd'hui, aux États-Unis, on continue, j'insiste bien, à larguer de bombes dans des positions des gens qui ne partagent pas la position des Américains. La CPI est où? Une CPI qui se place à demi-mesure au service des puissants, au détriment de pays fragiles comme la République démocratique du Congo. Donc le gouvernement aujourd'hui doit apprendre comment communiquer, comment partager des espaces de collaboration, comment défendre la cause de ton peuple, alors qu'on sait que dans la phase actuelle, il y a beaucoup de choses qui ont été faire, madame. Donc, les gars là ne devaient pas se sentir bienvenus. On devait attendre de lui, comme aujourd'hui le gouvernement est en train de pleurer. L'Union européenne, on attend des sanctions. Les M23 n'obéissent pas. Arrêtons de pleurer. Agissez. Le gouvernement doit cesser de pleurer. On a suivi les chefs d'État qui appelaient à l'Union européenne à sanctionner les agresseurs de la RDC. Mais madame, vous avez suivi ce qui s'est passé lorsqu'on a prolongé le mandat de force des États de l'Afrique de l'Est? Le l'EAC, oui. Vous avez une idée? Alors que le gouvernement disait c'est fini. Mais on l'a fait en 3 mois, en présence du chef de l'État. Non, il n'était pas là. C'était les ministres de l'intégration. Il faut lire la presse. Les présidents qui étaient là. Il faut lire la presse. Donc le problème c'est que, madame, lorsque on est en train de parler de choses sous l'intérêt de la République démocratique du Congo, nous devons faire très attention. Ce qu'on veut présenter à la face du public, ces gens-là viennent, ils ne foutent rien. Ils collaborent avec le M23 parce qu'ils obéissent à un ordre. C'est ça maintenant le problème. Les centres de cet ordre-là, on comprend que c'est toujours l'ONU qui est en train de faire son travail. On sent que les multinationaux continuent à placer leur ambition sur les autres. Et c'est nous
qui subissons deux choses dans la vie. Soit on agit, ou soit on subit la pression. Et comme aujourd'hui, nous, en République démocratique du Congo, nous sommes en train maintenant de subir la loi de la pression, qui s'appelle « On ne veut pas comprendre notre position, on évite de dialoguer, on évite de se regarder autour d'une même table, autour d'une même page, pour discuter à haute voix sur les développements, sur le problème de la RDC. » C'est ça la faiblesse de l'homme congolais. Donc, je pense que le procureur de la CPI, il est venu, il a fait son temps, peut-être il est sorti avec un poignet de mercure ou de diamants pour se faire une idée. On l'a vu avec des Campos, on l'a vu avec les autres là. Et au final, c'était quoi? Avec un procès bidon de Jean-Pierre Bemba. Un procès vide. Je dis vide, manque de subsistance. Des éminents avocats, de éminents professeurs qui étaient de la CPI avec simple déclaration d'un vétéran américain qui dit que Jean-Pierre Bemba a été, entre guillemets, saisi pour ne pas au finish, il peut déjà sortir. Et après quelques semaines seulement, Jean-Pierre Bemba est sorti de prison. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une prison que les États-Unis, les Européens ont placée pour que demain, les dirigeants africains, aussitôt gérés, comme eux, ils ont besoin de notre argent, comme aussi les dirigeants africains sont des faibles, ils prennent de l'argent pour investir en Europe, ils prennent de l'argent pour placer dans leur banque, et maintenant, lorsqu'ils vont comprendre, ma belle dit, on a bango proprement. Donc, en plus bref, en guise de conclusion par rapport à ce sujet, pour citer même la plainte que la RDC a portée contre le M23 au niveau de la CPI, à travers la ministre de la Justice, ça ne valait pas la peine. Parce qu'à voir tout ce que vous dites là, qu'on peut attendre rien de la Cour pénale internationale, parce que les gens qui sont derrière les agresseurs sont, comme en prêtant vos termes, hein, ses patrons. Donc, ça ne valait pas la peine. Je crois que la RDC doit avoir ce qu'on appelle la politique de collaboration. Ça, c'est très important. On en passe comme un chanteur, un citant qui a dit « PC, à Koufa pour appeler ça trop ». On donne tout. Mais on ne sait pas gérer nos impressions. J'ai été clair, madame. Lorsque un divisionnaire de la CPI se présente ici, son véritable répondant, peut-être ça peut être le ministre provincial, le ministre national de justice, un pointeur. Il discute, puis il y a une cellule spécialisée pour en parler. Mais on ne peut pas permettre que le chef de l'État puisse se placer à côté du procureur alors que ces gens-là savent à quel jeu ils jouent. Ces gens-là savent à haute voix, je l'ai dit. Je le répète, le procès de Jean-Pierre Bemba, vous l'avez vu. La CPI nous a fourni quoi? Qu'est-ce que la CPI avait placé devant la face du monde? C'est cette même CPI au service de multinationaux. Et aujourd'hui, c'est présent en République démocratique du Congo. Moi, j'attendais voir le procureur dans les zones à conflit. Là où la population est en train de vivre réellement sa souffrance. Et c'est à ce moment-là que le ministère public, le patron de parquet de cet office, peut se faire une idée. Merci Tité. Voilà, Mike Gardi Diana, le deuxième invité, vient de nous rejoindre dans ce plateau. Bonjour Mike. Bonjour madame, bonjour à Tité. À Tité, surtout aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Mes excuses pour le retard, les embouteillages de Kinshasa m'ont empêché d'être là. Voilà, vous êtes quand même là. Alors, vous entrez directement dans le sujet. Nous parlons du protocole d'accord signé hier entre le gouvernement congolais et la Cour pénale internationale. Tité parle d'un non-événement. Il n'attend rien de cet accord puisque la CPI ne sera pas en mesure, par exemple, de mettre la main sur les agresseurs de la RDC et non plus sur les complices. Moi, je crois que par expérience et par les événements vécus avec les différentes procédures entamées par cette Cour, je crois que ça serait logique qu'il y ait de doutes sur l'efficacité de ce travail-là. On ne peut pas les lui reprocher. Je crois que beaucoup de Congolais sont de cet avis-là, estimant que cette Cour pénale internationale a fait preuve de beaucoup de complaisance depuis toujours. Et j'ai même l'impression que sa raison d'être a été un peu éludée par la plupart de la population, dans le sens où cette Cour n'a vraiment pas apporté le redressement de tort qui était le rôle qu'on lui a conféré après. Cependant, moi je crois que dans la dynamique, il est quand même logique, il faudra le dire, si le génocide rwandais a été vendu comme étant le plus grand holocauste
humain, je pense que la RDC qui a battu tous les records mérite aussi de voir clair dans cette question-là. Et aujourd'hui, il est tout à fait logique qu'après après la pérennisation, je dirais, de cette guerre d'agression, où nous savons tous qu'il y a des implications non seulement des originaires congolais, mais beaucoup plus au niveau de la chaîne de commandement, des expatriés, des étrangers, qui du reste, dans cette jonction-là, rendrait la tâche très difficile à l'appareil judiciaire congolais pour pouvoir mettre la main et pouvoir rendre justice. Donc je crois qu'à ce niveau ici, l'initiative est très bonne. Et je crois que c'est une initiative complémentaire. Maintenant que cette guerre d'agression de l'Est est dans la bouche presque de tout le monde, le Congo a quand même fait un effort de pouvoir placer ces sujets au cœur de l'actualité des débats dans le salon international. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. À ce niveau ici, au-delà de la question de la guerre, il faut maintenant aussi apporter une dimension, je dirais, juridique, dans le sens où, qu'il n'y ait quand même pas d'impunité, des gens qui vont arriver, commettre des exactions, commettre des meurtres, et puis après, soit replier sur leur sol d'origine, soit rester à RDC et revendiquer des postes, et en fin de compte, intégrer l'exécutif. On en fera, en tout cas, je crois que c'est devenu presque un autre schéma en dehors du processus électoral où la plupart des politiques ont intégré ces dimensions. Quand on ne sait pas aller par la voie électorale, accéder au pouvoir, on va faire quelques 2, 3, 4 mouvements de rébellion, et puis quand on va se faire entendre, on va nous écouter, et puis il y aura dialogue, on sera autour d'une table, on va négocier des postes, et voilà. À un certain moment, il faut stopper l'hémorragie, il faut arrêter à ces niveaux-là. À ces stades ici, le fait que la RDC a monté une certaine volonté de ne plus retomber dans le travers d'hier, ça veut dire ne plus constamment négocier, et surtout pas en position de faiblesse avec le groupe terroriste, qui en ont fait une forme de pression, mais aussi, au-delà de ça, il faut prouver à suffisance que on est dans la dynamique de pouvoir réparer les choses. Il faut que la dimension judiciaire intervienne et que finalement ceux qui ont commis des agressions, au lieu de s'attendre à l'intégration soit dans l'armée, soit dans l'exécutif, qui s'attendent à aller devant le cours des tribunaux, question de répondre de leurs actes. Je crois que ça a le sens logique du droit, à mon avis. Est-ce que réellement ils vont répondre de leurs actes? Parce que tout au début, vous avez parlé de la complaisance de la Cour pénale internationale. Est-ce que cette Cour, aujourd'hui, elle a changé? Elle ne sera plus complaisante? C'est qu'aujourd'hui, on va voir vraiment qu'elle va mettre la main sur ces gens dont vous faites allusion. Bon, la vérité, c'est que je n'ai pas l'habitude d'être autoflagellateur, surtout pas en cette période ici. C'est comme je vous ai dit, moi, c'est mitigé le rôle, la mission de la CPI, jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas sûr s'il faut donner une note à la CPI, on donnera... je crois que même si on disait 3 sur 10, ça sera beaucoup. Je crois que ça sera une note aussi assez quand même complaisante aussi. Alors, ça ne serait pas... Mais ça n'a pas été... Non, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, les hommes changent, même les institutions. J'espère que la CPI aura saisi l'occasion pour pouvoir redorer son blason. Je l'espère. Si par le passé, ils nous ont prouvé à suffisance qu'ils étaient complaisants, au-delà du fait que les autres, Bosco Tanganda et les autres sont quand même passés par là, ok, mais quand on regarde la panoplie de ceux qui devraient passer devant cette cour-là, on a l'impression que le bilan est très mitigé, mais j'espère qu'ils vont saisir l'opportunité pour pouvoir redorer ces blasons, parce que, au-delà du fait que nous reprochons à cette CPI de ne pas être très efficace dans son travail, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y ait une autre cour capable de pouvoir faire justement jouer ces rôles-là à la place de la CPI. Donc je crois que pour l'instant, c'est peut-être un mal nécessaire et ça prouve à suffisance au-delà seulement des actes dans le message envoyé. C'est aussi, à mon avis, diplomatiquement, je crois que c'est un message fort pour dire à suffisance que non seulement qu'on ne veut pas négocier avec le rebelle, mais on va faire en sorte que ceux qui ont maltraité nos populations, ceux qui ont commis des exactions là-bas, puissent répondre de leurs actes. C'est-à-dire on est dans la dynamique de la réparation et non du compromis constant qu'on en a fait, comme on en a fait, comment dirais-je, une tradition depuis quelques années. Alors toujours dans cette logique de répondre aux arguments des cités, il dit que c'est une cour qui a été créée pour les faibles, les pays forts, et la cour n'y va pas. Bon, je ne suis pas sûr que je suis ici pour répondre aux arguments. Non, mais c'est un débat. Voilà. Moi, je réponds à vos questions. Il donne son point de vue, moi, je donne mon point de vue. Oui. Je ne pense pas que je ne suis pas de l'école de ceux qui font le débat juste parce qu'on est la wingetisation, c'est-à-dire il parle, tu réponds. Non, c'est pas ça. Je crois que a été fait pour le faible. Logiquement, oui. Parce que un État normal, avec la capacité de pouvoir faire valoir le droit sur l'ensemble de son territoire, n'aura pas besoin d'adhérer à la CPI. La CPI est une jonction
pour pallier aux insuffisances des différents États dans la résolution de certains conflits. Et aussi, au-delà de ça, il y a quand même une dimension supra, c'est la CPI et la jonction, c'est-à-dire cette jonction entre États. Parce que les instruments de droit sont parfois très limitatifs et parfois astreints à certaines considérations d'ordre, je dirais, géostratégique. La CPI est quand même cette jonction qui permet aux différents États de collaborer dans les approches juridiques. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une cour capable de jouer ce rôle-là. Mais pour le faible, je crois que oui. Parce qu'un État qui est capable de pouvoir pourchasser les autres, d'abord, n'aura pas besoin. Un peu comme la Guinée nous l'a prouvé aujourd'hui, Dadis Camara est devant les cours et tribunaux. Je ne pense pas qu'à ces niveaux-là, on a encore besoin d'une intervention extérieure pour pouvoir faire valoir le droit. Donc, c'est pas faux, même s'il y a la dimension aussi de jonction que la CPI fait entre les différents États dans les approches juridiques. Voilà. Merci, Mike Gardidiana. Alors, on prend notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, ce sont les sorties médiatiques. Je reste avec vous de Moïse Katumbi d'une part sur Jeune Afrique, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement sur France 24. Lorsque Patrick Mouyaya parle des complots contre le processus électoral de la part des opposants, les Congolais disent non aux nouvelles initiatives de faiseurs de crise en RDC. L'opposition se victimise. Alors Moïse Katumbi sur Jeune Afrique dénonce la dérive dictatoriale, la répression de l'opposition et il promet même de ne pas se laisser faire. Quelle analyse vous faites de ces deux sorties médiatiques? Qui dit mieux, qui dit vrai? Je crois qu'on est dans une approche, comme je l'ai dit la dernière fois, on est encore dans l'approche de la bataille d'opinion. Et vous vous rendez compte que dans ces déclarations, rien n'a vraiment changé. Je peux comprendre, Patrick Mouyaya, au-delà du fait qu'il est de la majorité, essaye de mettre de la mesure pour jouer le rôle du porte-parole du gouvernement et non de la majorité. Mais cependant, quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est une bataille d'expression et des éléments de langage politique. J'ai l'habitude de vous le dire, c'est que l'opposition congolaise a eu une stratégie. Et le malheur, c'est que les hommes changent. La stratégie reste la même. Les éléments de langage ne varient pas. Et le comble, c'est que les différents pouvoirs qui sont passés ont prêté des béquilles justement à cette stratégie de l'opposition. Aujourd'hui, il est clair et net, il suffit d'avoir le regard, surtout pour un communicologue, on sait voir que dans l'approche choisie par l'opposition aujourd'hui, c'est de discréditer le pouvoir sur l'espace international. C'est-à-dire, autant qu'on a réussi à faire avec Kabila, remettre Tshisekedi dans le même box des gens qui ne respectent pas la démocratie parce qu'ils savent que dans les salons VIP ou encore dans les cercles de pouvoir au niveau international, la démocratie est un idéal indiscutable et j'ai envie de dire, non négociable. Ils savent que c'est le plus grand argument qu'il faut servir pour pouvoir s'offrir non seulement le parrainage, mais aussi l'accompagnement de l'opinion internationale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, même la raison de conflit et de la création de différents horizons dans les opinions, dans les idées politiques, le communisme de l'autre côté, et puis le capitalisme. C'est justement parce que les autres ont essayé d'imposer une ligne de conduite et qui finalement est devenue la norme et que tout le monde devrait s'y greffer. Quand on le dit, c'est une manière de faire voir aux autres que chez nous, rien ne marche et que ce pourquoi on a combattu pour mettre Kabila dehors continue à persister. Donc, Félix Tshisekedi ne mériterait pas le soutien de cette communauté internationale dans la les jours à venir. stratégie de l'opposition. Je crois que c'est clair. Mais au-delà de la stratégie, au-delà de l'approche dont vous faites Justement, je allusion, voulais arriver au-delà de la il n'y a pas stratégie. du vrai aussi dans Mais, ce qu'il dit. oui, c'est ce que je vous ai dit, au-delà de ça. C'est-à-dire le pouvoir prête des béquilles justement à cette stratégie. Au-delà de ça, il y a du vrai, des problèmes qui sont devenus presque endémiques et culturels. C'est quoi? Parce que quand on veut envoyer des policiers pour aller encadrer une marche, à la limite du possible, envoyer des gens qui ont quand même une certaine instruction, qui savent que quand ils sont partis, ils sont pas là en tortionnaire, mais ils sont là plutôt en, j'ai envie de dire, en super-héros. Pour faire valoir justement la limite de droits et des devoirs des uns et des autres. Je vous donne un exemple pour vous dire qui prête des béquilles. Quand quelqu'un comme le gouverneur de la ville, qui est à la fois président ou autorité morale, si vous voulez, de l'ACP, je comprends. Vous avez proposé à l'opposition de marcher les 18, parce que vous avez prévu votre marche le 20 et la jeunesse de l'UDPS, et que l'opposition estime que le jeudi c'est un jour ouvrable. C'est une façon de nous fragiliser parce que la plupart des militants seront soit dans leur lieu de travail, les autres seront dans leurs occupations, c'est pas possible. Autant mieux le faire le week-end, comme ça on a l'attention des autres, ça nous permet de mobiliser un peu plus. Décide de ramener au 20. Dans la sagesse, puisque vous avez la possibilité de demander aux autres partenaires, à l'SAP qui est votre propre parti, écoute, puisque c'est le cas, nous on peut le faire après, laissons l'opposition marcher.
Vous appelez à l'UDPS parce que c'est vos partenaires. Écoutez, pour éviter de prêter de béquilles à ces gens-là, laissons-le marcher calmement. Pour deux raisons. Non seulement pour des raisons de maintien de l'ordre public, mais aussi pour des raisons stratégiques. Comment stratégiques? On est à l'approche des élections. La configuration politique d'autrefois a changé. La MOUCA n'existe plus. Aujourd'hui, il y a un clic qui vient de se former, le groupe de 4. À ce stade ici, ce groupe est en train de tenter de voir quel est le degré d'adhésion de la population vers cette dynamique politique. Et pour le pouvoir, la meilleure des choses à faire, ce serait laisser ces gens-là exploiter leur plein potentiel, juger de leur réelle force et établir des stratégies adéquates. À force de mettre bâton dans le roue, on risque de ne pas avoir le vrai baromètre et sous-estimer l'adversaire, en fin de compte, en payer le frais après. C'est là où je leur dis, à vos côtés, quand vous avez, en tout cas, des conseillers en communication stratégique, qui vous diront, ça ne vaut pas la peine de pouvoir étouffer les marches de l'opposition. Parce que l'intérêt n'est pas forcément la mobilisation. Il ne suffit pas de voir le nombre, mais il suffit de déterminer quelle est la stratégie. Je peux même, à la limite, moi, envoyer des gens marcher avec eux. On essaye de voir quelle est la catégorie des gens. Essayez même de sonder pourquoi ces gens-là ont accepté de faire les déplacements avec ces gens-là. C'est comme ça qu'on fait les choses. Quand on revient, on est plus fort, on construit une stratégie, on sait comment contourner. Parce qu'on en a le moyen. Mais vouloir restreindre, ça vous empêche d'avoir un vrai baromètre. À la fin de compte, vous arriverez à un moment où vous aurez l'impression que vous avez la population avec vous, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est l'erreur de Joseph Kabila, en fait. Continuez à voir des gens qui étouffent les marches sans tenir compte de la vraie réalité, de la vraie force de l'opinion. Le moment où cette force a éclaté, l'opinion l'a presque vomi. Alors que, dans ce qu'il a fait, il y avait de quoi qui pouvait permettre à ce qu'on le vende. Non seulement qu'il parte en méchant dictateur, mais il pouvait laisser le pouvoir parce qu'il était temps qu'il le laisse. Donc, en gros, il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs du passé et essayer de voir comment corriger les choses. Non seulement du côté de la répression, du côté aussi de la manière d'arrêter les arrestations des opposants également. Il a évoqué... Oui, en fait, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a du vrai. Je vous donne un exemple. Moi, ici, qui vous parle. Je vais dans un travail, j'ai fini très tard. Ces jours-là, bon, je suis obligé de marcher à pied, ces jours-là. Je prends mon taxi calmement, je descends chez moi à Lupin, j'arrive. Je croise juste en route vers l'église Laborde un groupe de policiers. Ils commencent poliment. Bonjour monsieur, pourquoi tard? J'ai dit, je viens du travail, je rentre chez moi. Présentez-vous. Je sors non seulement ma carte UNPC, mais je sors mon passeport de service. Je leur remets. Juste après avoir vu mon passeport de service, j'ai comme l'impression qu'ils se sont dit, ah tiens, s'il a un passeport de service, ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. La politesse a disparu à la minute. Dans la voiture, ils ont commencé à me faire tourner. Pendant la tournée là, ils sont en train de te dépouiller. Non seulement qu'ils te dépouillent, quand tu descends, ils te donnent 2 bonnes baffles. Dites-moi, est-ce que si vous voulez prendre ce que j'ai, vous avez besoin de donner une gifle à quelqu'un? Ça, c'est un problème culturel. C'est un problème, c'est que j'aime pas, mais j'ai peur que les gens le comprennent mal. Au-delà du fait qu'on est dans un état, déjà le problème des citoyennetés, des civismes pose problème, ça l'est encore plus auprès de ceux qui sont censés veiller justement sur ces questions-là. Vous voulez dire quoi en cela? La façon d'arrêter les opposants. Un bon policier. C'est-à-dire que un bon policier. La faute revient aux agents de... Au pouvoir organisateur. C'est un problème devenu culturel, oui, mais qui en a occasionné? C'est le pouvoir organisateur qui recrute. C'est ça le problème. Donc en gros ici, un bon policier ou un bon militaire, c'est d'abord un bon citoyen. Quand quelqu'un sait reconnaître la limite des droits des autres, et il sait se respecter lui-même, il ne tombera pas dans ces histoires-là. Donc, je retiens que tout ce que Moïse Katumbi a dénoncé sur Jeune Afrique... Il y a du vrai, mais oui. Ça relève plus de la stratégie politique que vraiment d'une énonciation. Alors, je vais revenir pour... vous puissiez aussi venir votre point de vue par rapport à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement sur France 24. Alors, Tité, vous analysez aussi les deux interventions, les deux sorties médiatiques d'une part le porte-parole du gouvernement et l'autre de Moïse Katumbi sur Jeune Afrique. Écoutez, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes dans une phase de turbulence, surtout des élections. Comme on sait toujours, les élections qui a 3 grands moments. Il y a d'abord la phase préélectorale, électorale et post-électorale. Dans la phase préélectorale, c'est là où tous les enjeux se présentent. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, après avoir vécu ces 3 cycles électoraux, et nous avons vu
les conséquences assorties de ces élections, les véritables analystes doivent tirer déjà des conséquences nécessaires. Parce qu'il n'appartient toujours pas au gouvernement ou à l'organisateur d'organiser des élections pour assurer son visa ou son ticket, et aussi à l'opposition chercher à détruire cette petite cohésion que nous avons, pour ne pas dire une cohésion sensiblement fragile. J'ai toujours voulu partager avec ceux qui sont avec nous, de comprendre que la République démocratique du Congo est un pays sensiblement fragile et la communauté internationale profite de cette division. Nous avons suivi le ministre Patrick Muyaya qui aujourd'hui demande à l'opposition d'aller vers la CENI pour des discussions constructives. Et de l'autre côté, Moïse Katumbi qui insiste, et l'opposition, le groupe des 4 et même le FCF et le FCC consort, on sent, et ils insistent au niveau de l'organisateur, qu'il y a une volonté de tricherie manifeste. Et pour ne pas dire l'amateurisme même, ça il faut dire à haute voix. Le Kadima qu'on a connu, ce n'est pas le Kadima qui nous offre ces terrains aussi qui énervent, qui découragent. Rien qu'avec la carte d'électeur, incapable d'identifier la personne. Oh, les élections, c'est d'abord le premier, c'est l'identification. Aujourd'hui, à quelques 4 semaines ou 3 semaines et demie, sur la convocation du corps électoral, est-ce qu'on va le faire avec quel contenu, avec quelle attente? Les cas de concertation n'existent pas. Il y a un climat de méfiance. Et vous croyez que nous serons vraiment en face des élections sûres? Voilà pourquoi j'ai dit, il appartient au gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui n'arrive pas à comprendre sa mission spécifique. C'est-à-dire, vous devez vous dédouaner comme aussi une partie prenante au processus, comme acteur qui est en train de travailler pour arracher ou se présenter pour le mandat, mais plutôt pour organisateur. C'est ça le problème. Donc on organise pour assurer son ticket, son succès. C'est aussi une erreur. Je le dis à haute voix, parce que je ne comprends pas Kadima, pour faire le toilettage du fichier électoral, on invite les gens sans l'opposition, alors qu'on sent des contestations. Les gens qu'on envoie au niveau de l'opposition, c'est plutôt le pouvoir qui les a pichés comme à l'époque Kabila les faisait. Donc nous devons toujours recourir à la manière dont Kabila a fait pour s'assurer de l'organisation d'une élection. Et Tshisekedi qui est d'ailleurs, et je l'ai dit à haute voix, le modèle de bonne gouvernance parce que son père a été Nini et tous ceux qui le suivent. Et si on sent du côté du régime actuel recourir au procès que les autres faisaient, et finalement, quel serait l'avenir de notre pays? Voilà pourquoi, à haute voix, il faut le dire, qu'il nous faudra un consensus, non pas pour se partager le pouvoir, mais plutôt pour l'organisation. On dit que les élections, c'est toute une fête. Les élections, c'est le moment où on accorde à la population la possibilité de placer son choix. Et le choix, les gens qui sont appelés à se déplacer, on ne peut pas les amener dans des histoires inutiles. Mais quand vous parlez du consensus, mais on a suivi le président de l'Assemblée nationale après la sortie des opposants de la salle de la plénière. Il dit qu'ils sont libres de sortir et qu'ils ne trouvent pas un sujet à consensus. Il faut le dire à haute voix. L'UDPS même était sorti si on lors veut des être élections en face passées. une république que Lumumba nous a léguée sous le sang, on ne peut pas se comporter aussi, j'ai dit avec légèreté du propos dont présente le président du Parlement. Ça, c'est un militant qui est derrière quelque chose. Le président du Parlement, c'est-à-dire, nous sommes dans les contextes, ce qu'on appelle la démocratie représentative. Alors que le conseil électoral à l'époque représentait 27 000. Donc les citoyens, le président Bosso, qui est aussi une fraction de 27 000, ne peut pas nous amener dans des speeches que non, c'est leur droit fondamental, ils peuvent quitter, ils peuvent sécher. Non! La démocratie, ils ont un complot contre la démocratie, le conseil électoral a également la dit les démocratie, porte-parole du gouvernement. c'est aussi cet aspect de considérer l'expression de la minorité. Vous voyez, ce sont des choses que nous devons emprunter et il faut les respecter telle qu'elle est, telle que cela est observé. Aujourd'hui en France, on rentre encore autour du débat sur ce que vous appelez aujourd'hui les discussions autour de la loi sur les retraites qu'on sort. Pourquoi? C'est parce que la raison a eu plus d'options que les sentiments personnels. Donc, je le dirai toujours à haute voix. Ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont dans des institutions, ceux qui sont ou ont des opinions, nous devons le placer pour influencer le bon sens. Parce que demain, tu ne seras pas président du Parlement.
On a vu avec les gens du FCC. Il y avait des gens comme Chadari aujourd'hui, la Cour constitutionnelle place son arrêt. Il y a un certain Chadari qui fait ce qu'il veut, au-delà pour placer le commissaire. Aujourd'hui, ils se sont rattrapés. Et pour éviter que le pouvoir actuel puisse être rattrapé, afin que la démocratie puisse patiner, il faut que l'observation de la règle d'or puisse être sur la table. Donc nous disons, madame, aujourd'hui, il faut un consensus. Le consensus ne veut pas dire partage du pouvoir. Le consensus, on le dit à haute voix. Comment est-ce que Kadima a été placé? Plein de contestations. Kadima est en train de travailler de manière... Je suis désolé, vous n'avez pas travaillé avec Kadima. Nous avons travaillé avec Kadima et Isa, Institut électoral d'Afrique austale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le Kadima qu'on a connu. C'est un Kadima plein d'hésitations, c'est un Kadima plein d'erreurs, c'est un Kadima qu'on ne maîtrise pas. Et on va convoquer le corps électoral alors que, s'il faut suivre les suites de Mouzito, il dit à haute voix, aujourd'hui, on va organiser des élections avec des fichiers provisoires. Mais si on tient compte de toutes ces revendications, ça risque aussi de perturber les jours. Ça ne va pas perturber. Il faut que tout le monde participe. Je dis que les élections, c'est un moyen qu'on accorde la population dans sa pluralité, c'est-à-dire de faire un choix. Et les autres là, on nous présente avec 47 quelque chose de millions de population. Merci tout à l'heure, Diana. Lorsque l'opposition est présentée aujourd'hui comme des gens qui ont un complot contre le procès électoral, ça c'est les propos du porte-parole du gouvernement, des gens qui ont des faiseurs de crise en République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord? Bon, le mot faiseur de crise, il est responsable de ses propos, mais crois-moi sur la question électorale, je vais vous dire une vérité, c'est un problème qui partage aussi, qui divise en son sein. J'ai comme l'impression, en RDC, cette méfiance a quitté la raison pour devenir aussi sentimentale. Est-ce qu'à ce stade ici, vous trouvez cohérent et logique de discuter encore sur l'individu Kadima? Je ne pense pas. Deuxièmement, les prémices, les prémices sont déjà mauvaises, la suite, voilà. C'est quoi le prémisse? C'est la question Kadima dont vous faites allusion. Kadima n'est pas... Déjà, il y a eu au départ ce problème. Si tu parles de prémisse Kadima, Kadima est arrivé au bout d'un processus, après des annulations. Le rejet de l'opposition d'un certain candidat, d'un Rossard Malone, on connaît. Devrions-nous continuer constamment à aller dans ces chemins-là? La méfiance entre pouvoir et opposition est devenue presque endémique et culturelle et traditionnelle. C'est comme je dis, quand on est africain, on estime que le pouvoir organise des élections pour pouvoir rempiler. Ça tient plus lieu de jugement de valeur que vraiment de réalité de choses. Je vais faire simple sur la question du processus électoral pour vous dire que oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une stratégie pour pouvoir bloquer le processus électoral. De la part de l'opposition. Une frange de l'opposition, pas toute. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous dites, Kadima organise mal. On est tous partisans, on a dit que non, le processus, par exemple, l'enrôlement a très mal commencé avec beaucoup d'erreurs techniques. On a critiqué ici sur ces plateaux. Le bonheur, c'est que ce Kadima-là et cette CENI-là a tenu en compte et s'est mis à corriger progressivement. Avec des cartes qui s'effacent déjà, les écrits. Oui, parce que c'est une carte provisoire. Une impression thermique qui ne coûte rien. C'est ce qu'on appelle faire des économies. Parce qu'après, chacun aura droit à une carte d'identité. Mais on aura du mal à s'identifier lors des élections. Ils ont mis un QR code, qui est la sécurité par excellence. Donc, en gros, je crois à ce stade ici. Parce que la photo que vous avez sur la carte est dans le fichier. Dès que vous mettez un QR code, la machine montrera la vraie photo au-delà de ce qui est effacé. Donc, si ce n'est pas votre carte, ça sera visible. Non, le problème est résolu. J'ai dit ça depuis le départ. Pour des questions de sécurité informatique, ce n'est vraiment pas un problème. Vous pouvez avoir une carte avec la photo effacée. Dès que vous irez, votre QR code montrera la photo qui est restée dans la machine. Donc, si vous utilisez la carte de quelqu'un d'autre, on vous saura, on vous attrapera au bout de quelques minutes. Donc, le côté sécurité, ce n'est pas un problème. Mais, deuxièmement, on vient à un processus. Cette CENI-là fait son audit interne. Dégage près de 2 millions de fichiers corrompus. À la fin de compte, on dit on va aller à l'audit externe. À l'audit externe, on fait appel à l'OIF comme d'habitude. L'OIF discute sur le timing lui imparti.
et décide de renoncer. En quoi faudrait-il savoir si c'est vraiment renoncer ou parce qu'il y a eu des remous sur les refus populaires de la commission qui serait dirigée par un Rwandais, ou c'est ça? À ce niveau-là, il y a de la stratégie. J'entre pas dedans. Cette CENI-là organise les portes ouvertes. Il dit qui c'est ceux qui veulent entrer au cœur du processus électoral, c'est-à-dire rentrer dans les différentes entités de l'organisation, voir de près comment ça se déroule, là, ça se passe, pour qu'en fin de compte, on ait des éléments techniques, s'il faut qu'on discute factuellement et non subjectivement. Donc, en gros, vous dites comme Bosso qu'il n'y a pas de sujet à consensus. Si Non, laissez-moi. J'aime pas parler par procuration. Je ne suis pas pour le genre. Non. En gros, vous vous rendez compte qu'à chaque étape, les gens se délectent du processus pour finalement sortir des arguments. Mais j'ai envie de savoir les arguments que vous tirez d'où. Parce qu'on vous a donné l'occasion. Si, en tant que leader, vous ne voulez pas partir, mandatez des gens de formation politique. Dit, bon, allez d'abord à cette CENI-là. Recensez-nous tout ce qu'il y a comme problème, comment ça se déroule et revenez. Comme ça, le laboratoire en interne pourra étudier. On peut même faire des contre-expertises. Pourvu qu'on les laisse aussi. C'était ça le cas. Qu'il ait cette possibilité si des simples oui. citoyens lambda, c'était visite guidée, vous entrez ici, vous entrez là-bas, vous posez des questions. C'est-à-dire, les centres opérationnels étaient ouverts. Le problème, c'est qu'envoyer quelqu'un. Dès qu'ils finissent, vous arrivez, vous pouvez même à votre tour, en tant que formation politique, engager des experts électoraux pour faire une contre-évaluation de ce que la CENI vous a proposé. Quand vous revenez 2 fois plus fort que dans la subjectivité. C'est à ce niveau-là que je commence à dire, et soit ils ne comprennent pas, soit ils sont, en fait, je crois qu'ils sont réellement dans la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas se dédire. Le fait que pour nous, Kadima n'est pas la personne valable, tout ce qu'il fera, c'est noir. Or, ça, c'est la pire de façon de voir. C'est la politique de la chaise vide de l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamoulouba. Qui, en gros, il a mené une lutte très salutaire, mais dont l'effet de gestion n'a pas aidé l'UDPS. Merci. Donc, en gros, ici, moi, je crois aussi qu'il y a un complot. Or, la meilleure des choses à faire, pour pouvoir, c'est comme on dit en lingala, c'est pas au cours d'ici. Il faut l'attraper ici. Quelle est la meilleure façon? J'arrive sur place, je m'imprègne de tout ce que la CENI fait. Quand je reviens vers vous, je viens avec des preuves, avec des éléments. L'idée de pouvoir refuser les portes ouvertes. Et on parle de l'espace de consensus. Je chute par là. Très vite, hein, parce que... Cette CENI-là a une plénière. Mais cette plénière-là souffre d'une maladie. C'est la maladie de la méfiance entre acteurs politiques. Je vous donne un exemple. Cette plénière est composée de membres de l'opposition et de la majorité, avec de répartitions claires. L'opposition qu'on ne reconnaît pas. L'opposition qui est... Les dirigeants ne reconnaissent pas. S'il vous plaît. Ça, ce n'est pas un problème de la CENI. Quand on dit qu'il y a un quota de l'opposition, on regarde dans la cartographie, l'opposition institutionnelle qui est prépondérant, c'est de là qu'on déverse le gens. Le PPRD avec son parti dit, nous, on veut Kadima, on ne part pas. Mais après, on voit une lettre PPRD envoyée à Didi Manara. Qui est Didi Manara? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un comme Didi Manara, vous savez que je serai moi à la CENI, vous m'envoyez Didi Manara comme représentant des Kabila, j'ai même pas un doute. Parce que c'est un kabiliste pire et dur. Qui peut refuser à Didi Manara la qualité d'être kabiliste? Mais les kabilistes ont refusé. Oui, mais c'est ça le problème. Maintenant, la question, c'est à ce niveau-là. Les kabilistes ont refusé, oui. À quel niveau la CENI devrait faire l'arbitrage au sein d'une représentation politique? Nous allons poursuivre avec ces débats prochainement, parce que nous allons arriver à la fin. Voilà, pour éviter la dernière question, c'est la faiblesse politique. Ça fera 1 minute, 1 minute, vous deux, pour éviter qu'on puisse assister à des sorties médiatiques, à des déclarations médiatiques sur des médias internationaux. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que ces faits sont là. L'opposition, le gouvernement s'était déterminé à organiser des élections, malgré que la CENI évoque aussi la zone des moyens et tout. L'opposition dit qu'on doit revoir certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme voie de sortie à cette situation? Je ne sais pas si je peux clarifier déjà une crise, parce qu'on sent déjà la tension à 6 mois de la tenue des élections. Je crois qu'on n'a plus de temps. Il faut être sincère. Les cadres des dialogues sont déjà là. La loi a prévu tous les cadres pour que les gens puissent discuter. Mais du moins, n'oubliez pas que ces cadres sont aujourd'hui inféodés, à telle enseigne qu'en pleine législature, il y a eu le mouvement de changement et c'est ce qui inquiète. Et face à cela, maintenant, nous avons toujours conseillé à des discussions extra-institutionnelles. C'est-à-dire qu'il faudra un cadre où tout le monde
peuvent regarder autour de la même direction. J'ai dit pour sauver la République. Ce n'est pas pour sauver l'Union sacrée. Moi, encore sauver l'opposition. Demain, on aura des Congolais. Mais est-ce qu'il faut continuer avec ces cadres quand j'entends mon ami ici dire Didier Manara a été plus perdé alors qu'il y a quelqu'un qui a été chassé? Donc c'est comme si on ne veut pas, on contredit ce que nous voyons, ce qui est la réalité. Didier Manara ne fait plus partie du PPRD. C'est quelqu'un qui a été vomi, chassé. Et les organisateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que ça va changer en demandant à Didier Manara de cesser de siéger au nom de l'opposition, à demander à tête de saisir? Donc je pense qu'il faudra avoir un bon sens, la volonté d'organiser de bonnes élections. Et je crois qu'on va atterrir sur le voilà, la voie de sortie des crises. Bon, je crois que je vais revenir. Didier Manara a été rejeté après. Faut-on que tous les autres, comment ils s'appellent, Kalamba et les autres. C'est pour ça que je vous ai dit que ça, c'est une faiblesse d'ordre politique où la CENI ne peut faire grand-chose. Ça, c'est ce que nous appelle des contraintes d'ordre politique. Quand la CENI en face, lui a un délégué, venu dûment mandaté, je ne sais pas, on a falsifié les documents internes de PPRD, ok. Mais après, il y a eu une déclaration qui vient a posteriori. Qu'est-ce que la CENI va faire? Aujourd'hui, je crois qu'à ce niveau ici, la sagesse au niveau politique, tout ce que je peux demander, là où le vrai sens intervient, parce qu'au niveau du Parlement, c'est vrai, Mbosso n'a pas tort. Les gens ont la liberté de quitter la plénière quand ils estiment qu'ils n'ont plus rien à faire là. Mais pour deux raisons d'intérêt général. Je crois qu'il joue à la sagesse comme il a renvoyé plusieurs fois sur la question de... Avant d'avaliser Kadima. Mbosso a renvoyé plus de 2 fois. Allez d'abord discuter, revenez-moi. Allez discuter. Quand on a senti qu'on était en face d'un blocage, on est passé. Je crois qu'à ce niveau, j'ai lui appel à beaucoup de sagesse. Qu'il ne fasse pas justement. Ça risque de donner encore l'impression qu'on fait un passage en force au niveau du pouvoir. Et je conseille pas au pouvoir, ça n'aidera pas le pouvoir. Ici, je veux vraiment qu'il y ait cette sagesse-là, qu'on réinvite, qu'on réorganise ces gens-là, qu'on remette la question justement sur la loi sur la répartition des sièges qui a embrasé ces pays. C'est une question très cruciale de la représentation. Si on ne tient pas compte, on va encore une fois de plus donner la possibilité à cette opposition-là de continuer à torpiller et de pouvoir ça. La meilleure façon de prouver la bonne foi du pouvoir, c'est de faire en sorte qu'au niveau du débat sur cette proposition de loi, qu'ils se mettent d'accord, à mon sens. Ça, c'est le bon sens, ça c'est la sagesse, c'est pas le texte. Alors, merci Magardi Diana, merci Tite Lyongi, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque, merci de rester fidèles tout au long de la semaine qui est arrivée à sa fin. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, le coach de kiosque, merci à Karine Bébé, Moro Ndjambe et les autres. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.